et vous en avez déjà présenté quelques-uns, vous venez à l'instant de parler de l'Église, donc on ne va peut-être pas en reparler. J'aimerais que nous parlions du rôle de l'armée, et notamment, puisque nous fêtions le 11 novembre il y a quelques jours, de ce rôle si particulier de l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Clémenceau ne disait-il pas, me semble-t-il, l'armée est une chose trop sérieuse, ou plus exactement, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. C'était bien évidemment un trait d'humour dont il faisait preuve. Pourtant, il me semble bien que les militaires ont véritablement accaparé le pouvoir de 1914, on va dire jusqu'en 1917, qu'en pensez-vous? L'armée en France a joué un rôle politique, mais d'abord commençons par une expression, on l'appelait sous la Troisième République, la grande muette. L'armée, c'était la grande muette. Ça voulait dire qu'elle n'avait pas le droit de se manifester politiquement. C'est un problème parce que de temps en temps, elle s'est manifestée politiquement, mais pas tellement souvent. Alors, quels sont les moments où elle se roulait dans le coup politique? Au XIXe siècle, il y a eu le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir Napoléon III, le 2 décembre 1951, et il s'agit là, bel et bien, d'un coup d'État appuyé sur l'armée. Bon. Et que faisait le futur Napoléon III? Il reproduisait ce qu'avait fait son oncle Napoléon Ier, qui avait pris le pouvoir en 1799 par un coup d'État appuyé sur l'armée. Pas seulement, mais en tout cas, l'armée a joué dans l'avènement de Napoléon Ier et de Napoléon III un rôle décisif. Ensuite, la République, donc, je le disais, a été installée vers 1880 définitivement, et à partir de ce moment-là, l'armée devient la grande muette. Mais c'est un problème parce que qui est-ce qui dirige l'armée? Ce sont les officiers, les généraux. Ça veut dire qu'on peut pas contester. Et c'était des bonapartistes, des nobles, monarchistes, et l'armée n'est pas du tout républicaine. Donc il y avait là un risque de conflit. Et pourtant, l'armée n'a pas bougé. Et pendant toute la Troisième République, même si individuellement, personnellement, tel ou tel général ou colonel a pu prendre des décisions politiques, des attitudes politiques, dans l'ensemble, le pouvoir civil prime sur le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire doit obéir au pouvoir civil. Alors la guerre arrive. C'est pas du tout la même chose. Alors la guerre, qu'est-ce qui va se passer? État d'exception. Eh bien, justement, ce qui est tout à fait remarquable dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est que, en aucun cas, le pouvoir civil a perdu son pouvoir, et que l'armée a été toujours sous les ordres du pouvoir civil. En particulier, alors, quand la guerre a éclaté, pendant 3 mois, on a dissous les chambres, enfin on les a renvoyés, il n'y a pas eu de pouvoir vraiment démocratique jusqu'au mois de décembre 1914. Mais à partir du mois de janvier 1915, sans interruption, le Parlement va siéger, sans interruption, c'est le ministre et le Premier ministre, qu'on appelait le président du Conseil, qui désigne, qui nomme les généraux. C'est Clémenceau, en 1917, qui va faire du général Foch, futur maréchal, le généralissime donc, des armées alliées. Donc, le pouvoir civil, pendant toute la guerre, a été le premier pouvoir. Et le pouvoir militaire, lui, a été subordonné. Vous voyez, ça c'est assez remarquable et on ne le sait pas toujours. Alors, la Seconde Guerre mondiale, c'est autre chose, puisque la Seconde Guerre mondiale, la France a été vaincue très rapidement. Les armées françaises ont été vaincues très rapidement. Pétain, qui était un militaire, un maréchal, est arrivé au pouvoir. Et est-ce que c'est un pouvoir de l'armée? Non, on ne peut pas dire ça. C'est un pouvoir qui est issu d'une défaite, surtout, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On s'aperçoit que les armes... Alors, je reviens, si vous me permettez, à 1958. C'est la première fois
depuis 1851, depuis plus de 100 ans, la Grande Muette devenait un acteur politique. Alors pourquoi ? Parce que il y a eu dans l'armée professionnelle, hein, je ne parle pas du contingent, et dans l'armée professionnelle, officiers, cadres, généraux, etc., une immense frustration. Ces gens-là avaient, quand ils étaient en poste, perdu 1940. Ils font la guerre d'Indochine et Dien Bien Phu, la France est vaincue en Indochine. Alors, quand la guerre d'Algérie commence, ils prêtent une sorte de serment et se disent jamais, jamais nous n'abandonnerons l'Algérie. Et ces militaires les plus fanatiques, disons, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de faire un putsch en 1961, et puis ensuite ils ont eu parti lié avec l'OS, organisation armée secrète, qui était une organisation terroriste contre De Gaulle et contre l'indépendance de l'Algérie, et on retrouve donc des militaires à ce moment-là qui ont été jugés, qui ont été... bon, il y a eu des attentats contre le général De Gaulle, plusieurs, le plus grave a été le petit Clamart, un attentat dont l'auteur, Bastien Thierry, a été condamné et fusillé, condamné à mort et exécuté, n'est-ce pas ? Ah ouais. Donc, je dirais que c'est le dernier moment, la fin des guerres coloniales, où l'armée a pu avoir un véritable rôle politique, alors que depuis, le pouvoir civil a repris, je dirais, l'ascendant, et l'armée ne pose plus du tout de problèmes politiques aujourd'hui en France. Intermédiaire d'accès au pouvoir, nous venons bien sûr de parler des démocraties, mais nous pourrions aussi parler évidemment des totalitarismes. Maintenant, on va parler des groupes paramilitaires pour conquérir le pouvoir. Nous pensons bien sûr en particulier au SA, nous pensons aux chemises noires pendant la triste période du fascisme. Quel est le poids réel de ces organismes paramilitaires qui ont permis, notamment par exemple aux futurs Führers, de conquérir le pouvoir? Est-ce que les SA et les SS ont eu un rôle majeur dans cette conquête du pouvoir et cette affirmation de celui-ci? C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée. Les Allemands n'avaient pas le droit, en raison du traité de Versailles, d'avoir une armée de plus de 100 000. C'était donc pour les nationalistes allemands un vrai dépit, et il faut bien réarmer le pays. Ils l'ont fait clandestinement. Il y a eu un réarmement clandestin de l'Allemagne, qui a été aidé du reste par les soviétiques à ce moment-là, parce qu'ils avaient un ennemi commun, c'était la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et Hitler, lui, avec son parti nazi, il a créé effectivement des groupes qu'on appelle paramilitaires. Et dans les années 30, les conflits politiques sont tellement aigus, tellement forts, que la plupart des partis, de droite comme de gauche, ont des organes de paramilitaires, c'est-à-dire des... En France aussi. En France aussi. Tous les partis, enfin les grands partis, le Parti communiste, le Parti socialiste, le PSF du colonel de la Roque, ils avaient des services d'ordre, mais des services d'ordre qui étaient musclés, entraînés, et il y avait des bagarres de rue. Alors Hitler a pris le pouvoir, ça c'est le thème de cet après-midi à Pessac. Très résistible ascension. Oui, parce que résistible, ça c'est. Il y a deux choses. Il y a le fait que c'est par ces sections d'assaut, et puis ensuite les SS, n'est-ce pas? Les sections d'assaut qui semaient la terreur, qui, comme Mussolini avait semé la terreur en 1922 pour prendre le pouvoir, il y a donc un aspect de violence. Et puis ensuite, il a profité d'une chose qui explique le titre, la résistible ascension, c'est que la majorité des Allemands ne voulaient pas porter Hitler au pouvoir, mais que les deux grands partis, qui étaient les deux grands partis de gauche, le Parti socialiste, le Parti social-démocrate et le Parti communiste, étaient en guerre l'un contre l'autre, n'ont jamais pu s'allier, n'ont jamais pu faire un front commun pour empêcher l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et ça, c'était le fait que les communistes étaient, comme tous les partis communistes de l'époque,
était aux ordres de l'internationale de Staline, et que pour Staline, le pire ennemi, à cette époque-là, le pire ennemi, c'était la social-démocratie, c'était le socialiste. Donc il n'y avait pas d'accord possible entre les socialistes et les communistes. Et voilà pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir très largement en raison de la division de l'opinion publique, de la division des partis, mais aussi en raison de la violence qu'il a pu exercer dans les rues. Et il n'est pas simple, parce que les fervents gaullistes vous diront, mais le général de Gaulle en 1958 a été appelé par le président de la République de l'époque, qui s'appelait René Coty, c'était la 4e République donc, et de Gaulle est passé devant les députés selon les règles de la 4e République, et les députés l'ont investi et lui ont même donné les pleins pouvoirs pour qu'il fasse une nouvelle constitution. Donc rien de plus légal. Oui, mais l'historien qui regarde un petit peu les choses de plus près voit que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. En effet, tout est né d'une, on peut dire, d'une insurrection à Alger, c'était la guerre d'Algérie, et il y a eu, le 13 mai 1958, une insurrection des Pieds Noirs, c'est-à-dire les Français d'Algérie, et les Français d'Alger tout particulièrement, qui ont pris d'assaut le ministère, parce que le ministère d'Algérie était à Alger, ils ont pris d'assaut le ministère d'Algérie avec la complicité, l'aide de l'armée. Et pendant un certain nombre de jours, on a pu craindre qu'il y eut en France une sécession, exactement comme aux États-Unis, vous savez, la guerre de sécession, c'est-à-dire le Sud contre le Nord. Il pouvait y avoir le Nord, c'est-à-dire l'Hexagone, et puis le Sud, c'est-à-dire l'Algérie. Donc il y a eu un danger, un vrai danger de guerre civile. Et tout dépendait à ce moment-là de l'armée. Qu'est-ce que l'armée allait faire? Or, l'armée a pris, je parle évidemment de l'état-major, des états-majors, je parle des... L'armée qui était aux 3/4 du reste en Algérie, mais il y avait encore en France, bon, ils ont mis sur pied une opération qui a eu un nom de code, l'opération Résurrection, qui visait, qui avait pour but de faire revenir De Gaulle au pouvoir. Alors que, en France métropolitaine, les députés qui avaient le pouvoir d'investir ou pas, n'est-ce pas, un président du Conseil, eh bien, ils étaient contre. Donc, au début de la crise, 13 mai, 14, enfin 15, 16, etc., les députés, il n'y a pas de majorité pour accepter De Gaulle. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est alors que, sans entrer dans le détail, les généraux, Massu, Salan, les plus connus, vont mettre sur pied cette opération qui avait pour but, eh bien, d'intervenir, on disait l'arrivée des parachutistes, à Paris, d'intervenir pour faire ce qu'on appelle un coup de force, un coup de force, pour déloger le pouvoir officiel, qui est à ce moment-là le pouvoir de Pierre Fimelin, et pour mettre De Gaulle au pouvoir. Et ça n'a pas eu lieu, mais la menace a existé. Et de plus en plus, on s'est effrayé à l'idée, n'est-ce pas, que cette armée pouvait effectivement créer une solution de force, avec peut-être, parce qu'il y avait à cette époque un parti communiste particulièrement fort, qui représentait 25% de l'électorat, un quart de la population, qui était habitué par la résistance, je dirais, à la lutte clandestine. Et on pouvait donc imaginer que si les paras arrivaient, les communistes pouvaient s'organiser clandestinement pour résister. Et c'est devant cette menace de guerre civile que peu à peu, entre le 15 mai et le 30 mai, les députés ont été convaincus qu'il fallait éviter le pire, et c'est ainsi que le général de Gaulle a pu être investi. Alors, il y a eu une opposition, outre les communistes, il y a eu un certain nombre de députés de gauche
qui, comme François Mitterrand du reste, mais aussi comme Pierre Mendès France, dont je rappellerai un mot qui rappelle bien l'atmosphère, l'inquiétude. Il a dit « Je ne peux pas, j'ai le plus grand respect pour le général de Gaulle, mais je ne peux pas voter pour lui avec un revolver braqué sur ma tempe. » Vous voyez, le danger, par conséquent, de guerre civile a été pour beaucoup dans l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir du général de Gaulle. Cependant, et j'achève cette histoire, car elle n'est pas terminée, le général de Gaulle, donc, a laborieusement, mais assez rapidement repris le pouvoir. Il a changé la Constitution, c'est celle que nous avons aujourd'hui, la Ve République, et il l'a présentée par référendum au peuple français qui détient la légitimité dans une démocratie. Or, les Français, en 1958, ont accepté cette Constitution par 80% des voix. Alors, rétrospectivement, on a pu dire que s'il y avait eu une prise de pouvoir, un retour au pouvoir plus ou moins douteux à cause de l'armée, on a pu dire que oui, mais vous voyez, l'écrasante majorité du peuple français était d'accord avec De Gaulle. On a employé des tas de mots, on a parlé même de coup d'État légal, ce qui n'est, c'est un contresens, moi je veux dire c'est contradictoire. Coup d'État, comment dirais-je, mou, coup d'État mou, enfin, etc. Bon, alors, mais enfin, on peut dire qu'il y a de la légalité là-dedans, mais qu'en même temps, il y a aussi de la peur. Et nous sommes en 2011, eh bien, on peut dire que nous vivons sous une constitution qui est la fille de la guerre d'Algérie. Car c'est la guerre d'Algérie et l'impossibilité, l'incapacité des gouvernements de la 4e République à résoudre le problème de la guerre d'Algérie qui a provoqué ce retour du général de Gaulle. Et 50 ans plus tard, eh bien, nous sommes encore, il y a eu quelques révisions constitutionnelles, mais enfin, nous sommes encore sous le coup d'Alger du 13 mai 1958.